Pouvoir d'achat, le grand mensonge, de l'auteur Philippe Herlin, lu par Livre Académie. Introduction. La plupart des indicateurs économiques portent des appellations neutres, parfois obscures ou techniques. Produit intérieur brut, PIB, taux de chômage, taux d'intérêt directeur, balance commerciale, balance des paiements, etc. Un seul échappe à cette règle, le pouvoir d'achat. Ce terme, immédiatement compréhensible par tous, véhicule une forte charge affective, en particulier à travers le mot pouvoir, notion subjective et plutôt surprenante dans ce contexte, mais profondément ancrée dans la perception de chacun. Ce pouvoir n'est pas donné. Il se construit à travers le travail et les revenus. De là naît aussitôt son pendant négatif, la frustration. Le pouvoir d'achat, c'est aussi le dernier indicateur, au sens où il arrive en bout de chaîne. Il résulte de tous les autres. La balance commerciale reste abstraite. Le taux de chômage aussi quand on a un emploi, mais rien n'est plus concret que ce que l'on peut acheter ou pas. C'est le juge de paix de ce que l'on a en poche et de ce que l'on peut faire avec. Et ce juge est souvent sévère. Alors, quand en plus l'organisme statistique national proclame que le pouvoir d'achat progresse d'année en année, quand la plupart des gens ressentent un recul, la frustration est double. Et l'expression de ce ressenti ne se fait pas de façon argumentée parce que le sujet est abstrait et complexe. Voilà où nous en sommes, et il est temps de crever l'abcès. Chapitre numéro 1. Inflation et pouvoir d'achat. Interrogation et critique. Les Français émettent de sérieux doutes sur la mesure de l'inflation et sur leur pouvoir d'achat, qui est censé progresser d'année en année, comme l'affirme l'INSEE. Nous verrons que ces interrogations sont justifiées et que des partis pris de l'organisme statistique sont éminemment critiquables. Les doutes des Français. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, le pouvoir d'achat des Français augmente régulièrement et dans des proportions notables. Voici ce que cet organisme écrit dans une étude de 2009. Depuis 50 ans, les Français ont, sauf en 1993, consommé un peu plus chaque année, si bien qu'aujourd'hui, le volume annuel de consommation par personne est 3 fois plus élevé qu'en 1901. 3 fois plus élevé qu'en 1960. Vraiment? Ce chiffre ne tient pas compte de l'augmentation de la population. Cependant, en intégrant cette donnée, le pouvoir d'achat progresse encore à un rythme significatif, comme le précise ce même document pour la période de l'après-crise. Le pouvoir d'achat des ménages a depuis lors progressé moins vite, plus 2,1% par an en moyenne entre 1975 et 2008, soit, compte tenu de la hausse tendancielle de la population, plus 1,3% au niveau individuel. 1,3% par an, cela fait encore 13,7% d'augmentation sur 10 ans, ce qui n'est pas négligeable. Le Conseil d'analyse économique, un organisme rattaché au Premier ministre, affirme également, dans un rapport publié en 2008, que le pouvoir d'achat a notablement progressé. Au cours des décennies passées, il y a eu 2 phases bien distinctes. De 1960 à 1974, le pouvoir d'achat a augmenté au rythme moyen très élevé de 5,7% par an. Depuis le premier choc pétrolier, la hausse annuelle moyenne est de 2,1% par an. Par tête, le pouvoir d'achat a été multiplié par 2 de 1950 à 1968, puis il a doublé à nouveau de 1968 à 2002. En 2015, le pouvoir d'achat progresse de 1,6%, soit la plus forte hausse depuis 2009. En 2016, l'accélération du pouvoir d'achat des ménages stimule leur consommation, écrit victorieusement l'INSEE. N'y a-t-il pas là quelque chose d'étonnant? Depuis la crise, qui débute en 1973 avec le premier choc pétrolier et dont la France semble n'être jamais vraiment sortie, le pouvoir d'achat continue imperturbablement de croître. Le chômage explose, puis reflue par moments avec difficulté. La dette publique ne cesse de gonfler. Le commerce extérieur s'enfonce dans le rouge. La désindustrialisation marque le territoire. Mais lui, il semble inoxydable. Pourtant, les Français doutent de cet indicateur, quasiment toujours annoncé comme au vert. Le rapport du Conseil d'analyse économique le reconnaît.
Le pouvoir d'achat est aussi devenu un thème sur lequel s'exprime un fort scepticisme à l'égard des chiffres publiés, car les ménages ne se contentent pas de revendiquer l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Ils mettent en doute les statistiques qui soutiennent que celui-ci augmente. Et ils citent un sondage de la Sofres à l'appui de ce sentiment. Les prévisions économiques de l'INSEE indiquent qu'à la fin de cette année 2006, le pouvoir d'achat des Français aura augmenté de 2,3% en moyenne par rapport à l'an dernier. Sur ce point, laquelle de ces phrases correspond le mieux à votre attitude? Vous n'avez pas le sentiment que le pouvoir d'achat augmente ni pour vous ni pour d'autres, 68%. Le pouvoir d'achat augmente pour d'autres, mais ce n'est pas le cas pour vous, 21%. Le pouvoir d'achat augmente, et d'ailleurs c'est bien le cas pour vous, 9%. Sans opinion, 2%. Le résultat est sans appel. 89% des Français ne constatent aucune amélioration de leur pouvoir d'achat. Comment expliquer un tel décalage? Qui a raison? Quelqu'un ment-il ou se fourvoie-t-il? En 2012, j'avais été le seul à relever les résultats stupéfiants d'une enquête réalisée par des journalistes de France 2. Ils avaient enquêté sur les prix alimentaires en grande surface en comparant les étiquettes sur un an et la hausse des prix s'établissait à 9% pour les grandes marques, 11% pour les marques distributeurs, journal de 8 heures du 13 mars 2012-6. Malheureusement, il n'y a eu aucune reprise dans les médias, pas de débat ni de polémique. On ne peut en tout cas pas s'en remettre à une seule mauvaise perception de la réalité, comme le fait l'INSEE avec légèreté. Les résultats publiés ne vont pas toujours dans le sens de ce que les agents économiques perçoivent ou croient percevoir. Chacun se fait une idée de l'évolution globale des prix, sur la base de ses constatations personnelles, à l'occasion de ses achats quotidiens ou de ce qu'il lit ou entend dire à ce sujet. Non, un tel décalage, aussi massif et qui se répète d'année en année, appelle une analyse plus approfondie. C'est ici qu'intervient l'IPC, l'indice des prix à la consommation, l'inflation, dans le langage courant, car il s'agit de la variable cruciale. Comme le précise l'INSEE, l'évolution du pouvoir d'achat est calculée pour l'ensemble des ménages. Elle est obtenue comme différence entre l'évolution du revenu des ménages, premier élément, et l'évolution de l'indice des prix, deuxième élément 8. Le revenu des ménages est une donnée brute, constatée, factuelle, tandis que l'inflation est un indice, c'est-à-dire quelque chose de construit à partir de données disparates et suivant des hypothèses, des principes, une méthodologie qu'il faut interroger, l'importance de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation ne sert pas uniquement à calculer le pouvoir d'achat, il joue un rôle central dans l'économie, avec des effets très concrets comme le note l'INSEE. Parmi les indicateurs statistiques produits par l'INSEE, l'indice des prix à la consommation est l'un des plus importants par l'utilisation qu'en fait la société. Pour les économistes, il permet d'apprécier les tensions inflationnistes et de mesurer l'évolution des revenus ou de la consommation des ménages en termes réels. Pour les responsables des politiques sociales, il permet de s'assurer du maintien du pouvoir d'achat du SMIC ou de certaines prestations. C'est un indicateur clé des politiques salariales des entreprises et un instrument familier des particuliers pour l'indexation des pensions alimentaires ou des rentes viagères neufs. On l'oublie, mais l'indexation des salaires n'a pas complètement disparu, elle concerne encore le SMIC. Artemel 141.3 du Code du travail. La garantie du pouvoir d'achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles est assurée par l'indexation du salaire minimum de croissance, SMIC, sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation, IPC, institué comme référence par décret en Conseil des ministres après avis de la LN 82-957 du 13 novembre 1982, Commission nationale de la négociation collective. Le taux d'inflation revêt également une importance cruciale dans un domaine où on ne l'attend pas forcément, la dette publique. En effet, l'État a émis, pour la première fois en septembre 1998, une OAT, obligation assimilable du Trésor, indexée sur l'indice des prix à la consommation en France, et, en octobre 2001, pour la première fois,
une OAT indexée sur l'indice des prix de la zone euro. Depuis ces dates, l'État émet des titres indexés sur l'inflation française ou européenne à hauteur d'environ 10% de son programme total d'émission. Les emprunts du Trésor classique sont émis à taux fixe, ce qui veut dire qu'en cas de remontée des taux d'intérêt, l'État est protégé. Son emprunt ne lui coûte pas plus cher, et en cas d'épisode inflationniste, il rembourse en monnaie dévaluée. Son emprunt lui coûte alors moins cher à rembourser. Dans les deux cas, il est gagnant. Pourquoi met-il des emprunts indexés sur l'inflation? Pour gagner quelques dixièmes de pourcent d'intérêt, puisque ces emprunts séduisent les investisseurs qui, eux, peuvent ainsi se couvrir contre l'inflation. On dit souvent qu'une bonne vague d'inflation permet d'effacer les dettes, et, c'est vrai, l'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Mais avec 10% de sa dette indexée sur l'inflation, cette recette ne marche plus, l'État est obligé de rembourser à hauteur de l'augmentation des prix, et un épisode d'hyperinflation peut le ruiner complètement. La prise de risque, pour un bénéfice aussi marginal, nous semble largement exagérée. Nous le voyons, la réalité économique est en partie modifiée par le calcul de l'inflation, d'où la nécessité de questionner sa méthodologie. Mais est-ce vraiment possible? Comment interroger une institution comme l'INSEE? Lors de sa création en 1945, l'organisme statistique reprend un indice constitué de 34 articles, 29 denrées alimentaires qui couvrent assez bien les dépenses de nourriture, 4 articles de chauffage et d'éclairage, un article, le savon, pour l'entretien ménager, et c'est tout. Rien pour les produits manufacturés et les services. Mais dès 1949, l'indice s'étoffe avec 213 articles. Il grandira encore ensuite, notamment en 1970, et désormais c'est, chaque mois, plus de 200 000 prix relevés sur le terrain, 180 000 tarifs collectés, environ 1000 familles de produits et services suivis dans 30 000 points de vente. Les prix relevés sont les prix affichés, toutes taxes comprises. Ils tiennent compte des soldes, des promotions et des remises immédiates en caisse, mais pas des réductions privées, cartes de fidélité, ni des remises non immédiatement déductibles en caisse, coupons. 10. Face à une telle force de frappe, pouvons-nous lever la main pour formuler quelques critiques? Oui, nous allons le voir. Les limites de la mesure de l'inflation. Plusieurs limites entachent la capacité de l'indice des prix à la consommation, IPC, à réellement mesurer l'inflation, et le premier d'entre eux est qu'il s'agit précisément d'un indice. L'INSEE construit un panier moyen censé représenter les habitudes d'achat de l'ensemble des Français. On parle du panier de la ménagère, mais il ne correspond à personne en particulier bien sûr. Pour se moquer du statisticien, on dit qu'il peut avoir la tête dans un four et les pieds dans le frigo, mais qu'en moyenne, il se sent très bien. Alors qu'en est-il de l'IPC? En réalité, chacun d'entre nous a son propre IPC, qui sera plus ou moins élevé en fonction des biens que l'on consomme, de l'endroit où l'on habite, de son niveau de revenu. L'actrice Elizabeth Taylor, à qui son producteur demandait pourquoi elle réclamait des cachets si élevés, répondait « Vous savez, tout augmente, le prix du pain et du diamant aussi. » Il existe un autre biais attaché à la notion même de panier moyen, c'est l'effet pondération. Vous aimez le poisson, vous en mangez 2 fois par semaine, mais le prix augmente, alors vous n'en prenez plus qu'1 fois par semaine. Tout le monde fait de même, contraint par ce renchérissement. Résultat, l'INSEE constate une baisse de la consommation de poissons et diminue en conséquence sa part dans le calcul de l'indice. La hausse du prix du poisson s'en trouve d'autant diluée et l'inflation réelle minorée. Cet effet pondération est rendu possible depuis 1970. Alors que la liste et la définition des articles des anciens indices étaient presque stables, la liste et la définition des variétés des indices établis depuis 1970 peut être modifiée chaque année à l'occasion du changement de pondération 11. Ceci dit, à partir du moment où l'on veut estimer l'inflation, et cette information est bien sûr nécessaire, il est difficile de faire autre chose qu'un panier moyen, valable pour personne en particulier, et par construction, soumis à l'effet pondération.
Mais d'autres limites existent et elles sont plus critiquables. Tout d'abord, les produits composant l'indice sont tenus secrets. On ne connaît que les catégories, mais pas les biens et services précis. Il s'agit d'éviter toute manipulation selon l'INSEE. Il est vrai que, par le passé, lorsque la liste des biens suivis était bien plus restreinte et que le contrôle des prix avait cours, le gouvernement avait tendance à mener une politique de l'indice, c'est-à-dire à ne pas toucher, ou le moins possible, aux biens composant l'indice, de façon à minorer l'inflation officielle. Certes, mais aujourd'hui, le contrôle des prix a disparu depuis longtemps. Le nombre très élevé de produits suivis empêche toute manipulation du gouvernement. Mais il est vrai que ce secret empêche quiconque de contrôler ce que fait l'INSEE. Voici peut-être la vraie raison. Un centre de recherche ou une organisation de consommateurs ne peut pas relever ne serait-ce qu'une partie des prix pour comparer ses résultats avec le chiffre officiel. C'est bien pratique. Nous sommes obligés de placer toute notre confiance dans l'administration. D'autre part, comme le précise l'INSEE, sont exclus de l'indice les impôts directs, les cotisations sociales, les intérêts, dont ceux du crédit à la consommation, sont naturellement des charges des ménages. Mais ces charges ne sont pas des achats de consommation, et il est en outre difficile, sauf pour le crédit, d'y discerner des prix 12. Il serait donc difficile de discerner le prix des impôts, c'est pourtant bien simple. Tout cela est centralisé au ministère des Finances, à Bercy. Il faudrait que l'INSEE, situé pas très loin, à Malakoff, le demande. Certes, il ne s'agit pas de dépenses de consommation, mais étant entendu que le niveau des impôts influe sur celles-ci, il serait utile d'avoir chaque année l'effet chiffré des impôts sur le pouvoir d'achat. Portons néanmoins au crédit de l'INSEE d'avoir déclenché, fin 2017, une belle polémique avec le gouvernement en affirmant que les hausses d'impôts, CSG, diesel, cigarettes, allaient rogner le pouvoir d'achat des Français de 4,5 milliards d'euros, soit 0,3%. Le gouvernement démentait en expliquant, par la voix de son porte-parole Benjamin Griveaux, qu'il ne fallait pas raisonner à consommation constante, car la fiscalité indirecte, notamment sur le tabac et sur le diesel, a pour vocation de changer les comportements 13. En augmentant les taxes, les gens finissent par moins consommer les produits considérés, ils payent en conséquence moins de taxes. Il fallait oser un raisonnement aussi spécieux. Ce débat montre, en tout cas, que le pouvoir d'achat reste un sujet électrique. Le fait de ne pas prendre en compte le coût du crédit à la consommation semble plus contestable tant il semble étroitement lié à l'acte de consommer. Il déclenche même parfois des situations de surendettement qui obèrent sérieusement la capacité à faire face aux dépenses courantes. La quasi-élimination de l'immobilier. Le grand absent de l'indice des prix est l'acquisition d'immobilier, même pour sa résidence principale, car il ne s'agit pas, nous dit l'INSEE, d'une dépense de consommation, mais d'un placement. En outre, toutes les dépenses liées à l'entretien de ce bien passent également à la trappe. Les achats ou les constructions d'immeubles, notamment de logements, et les achats de valeurs mobilières, actions et obligations, sont certes des opérations pour lesquelles existent des prix, mais qui n'entrent pas dans la consommation. Ce sont des placements d'épargne. Cela est bien clair dans le cas des immeubles destinés à la location et des valeurs mobilières, qui rapporteront des revenus à leurs propriétaires ou détenteurs. Lorsqu'il s'agit d'un logement destiné à être occupé par son propriétaire, quel que soit le poids de l'effort d'épargne pour l'acheter ou le faire construire, il s'agit là encore d'un placement qui rapportera à son auteur d'être logé et non d'une consommation. Les dépenses de gros entretien des immeubles, en particulier des logements qui incombent généralement aux propriétaires, ne sont pas non plus considérées comme des dépenses de consommation, mais d'investissement en raison de la durabilité des produits. Les prix des biens immobiliers et des travaux relatifs à leur gros entretien ne figurent donc pas dans l'indice 14. L'immobilier d'acquisition ne figure donc pas dans l'indice, mais seulement les loyers qui sont contrôlés et qui en conséquence augmentent moins vite. Pourtant, l'achat d'un logement fait partie d'un parcours de vie normal.
Cet investissement est aussi par essence un bien de consommation. Il pourrait tout à fait figurer dans l'indice. Avec tous les frais d'entretien afférents, c'est un autre important poste de dépense qui disparaît des statistiques. Le rapport du Conseil d'analyse économique, que nous avons cité plus haut, fait part de son incompréhension. On sait qu'en comptabilité nationale, l'acquisition d'un logement est un acte d'investissement pour le ménage et non de consommation. Comment nier pourtant que l'inflation foncière alourdit davantage le coût de la vie de ceux qui décident aujourd'hui de devenir acquérants par rapport à leurs prédécesseurs d'il y a 5 ou 10 ans 15. Un rapport commandé à la même époque, 2008, conteste l'exclusion de l'acquisition de logements, en faisant justement remarquer qu'il ne procure pas de revenus à son propriétaire, contrairement à des valeurs mobilières. Il est logique de traiter les achats d'actions et d'obligations comme des acquisitions d'actifs et les achats de biens et services comme une consommation. Mais le logement se trouve dans une situation ambivalente. L'acquisition d'un logement n'est pas assimilable à un placement pur lorsque l'achat est réalisé en vue d'y habiter et qu'il ne rapporte donc pas de revenus à son propriétaire au titre de sa mise en location. Dans ce dernier cas, on pourrait considérer que l'achat du logement s'apparente à une dépense de consommation d'un bien très durable, 16. Mais alors au moins les loyers sont-ils pris en compte? Même pas. Enfin si, mais pour une part ridicule de 6%. L'INSEE le proclame sans l'ombre d'un doute. La part des loyers dans l'indice de prix est de 6%. Cela représente actuellement la part de ces dépenses dans l'ensemble de la consommation des ménages. Il s'agit d'un taux moyen calculé pour l'ensemble des ménages, qu'ils soient locataires ou propriétaires. De fait, les loyers pèsent beaucoup plus lourdement dans le budget des ménages locataires 17. Un chiffre qui a peu changé au cours du temps, il était de 5,2% en 1918. 6%. Sur 16 € de dépenses, les Français consacrent en moyenne 1 seul euro au logement. Qui peut croire cela? Même pas l'INSEE, qui dans une étude sur la consommation décrit bien le poids important et croissant du logement dans le budget des ménages. Le poids des dépenses liées au logement augmente alors continuellement sur l'ensemble de la période, passant de 20% en 1960 à 30% en 2007. En 2007, la part des dépenses que les ménages consacrent au logement, à son chauffage et à son éclairage atteint 25% de leur consommation. Ces dépenses représentent 75% des dépenses préengagées, sur lesquelles les ménages peuvent difficilement arbitrer à court terme 19. Sentant qu'il y a comme un problème, et, pour se rapprocher du vécu des Français, merci c'est trop aimable, l'INSEE calcule le revenu et le pouvoir d'achat arbitrable des ménages. Il s'agit du revenu et du pouvoir d'achat, déduction faite des dépenses préengagées. Ces dépenses sont les consommations qui prennent la forme d'un contrat ou d'un abonnement difficilement renégociable à court terme. La part des dépenses préengagées a doublé en 50 ans et représente maintenant le tiers du budget des ménages. Mais à quoi correspondent-elles? Ce sont principalement les dépenses liées au logement, loyer, chauffage, aux services financiers et aux communications, téléphonie, accès à l'Internet. La part des dépenses préengagées dans le budget des ménages a doublé en 50 ans, entre 1960 et 2010. De ce fait, les ménages disposent de marges de manœuvre plus réduites qu'auparavant dans la gestion de leur budget. Ceci influence sans nul doute la perception qu'ils ont de l'évolution de leur pouvoir d'achat. C'est en fait essentiellement le logement qui contraint le budget des ménages. De son côté, le Conseil d'analyse économique, dans son rapport de 2008, remet frontalement en cause ce chiffre de 6%. Nous avons déjà souligné que c'est en ce qui concerne les dépenses de logement que la moyennisation opérée par l'IPC pose les problèmes les plus aigus. En accordant au loyer une pondération de 5,9%, l'IPC ne rend réellement compte ni de la situation des locataires, pour lesquels les loyers représentent souvent 20 à 30% de leur budget, ni de celle des propriétaires qui, par définition, ne paient pas de loyer, mais peuvent avoir à supporter la charge de remboursement de leurs emprunts 21. Le rapport conclut à la nécessité de
procéder à la construction d'un indice des prix complémentaire, un indice des prix élargi, qui déborderait du champ de la seule consommation au sens de la comptabilité nationale pour intégrer plus largement les dépenses de logement. C'est d'ailleurs ce que fait en partie l'indice des prix allemand, comme le reconnaît l'INSEE. L'écart observé en 1993 entre le taux d'inflation mesuré par l'indice allemand, 3,7%, et celui mesuré par l'indice français, 2,1%, s'explique en partie par des différences de champ et des différences conceptuelles. Ainsi, le poids des loyers était-il très supérieur dans l'indice allemand, car ce dernier prend en compte les loyers que se verseraient les propriétaires occupant leur logement s'ils avaient à les louer aux conditions du marché 22. Quoi qu'il en soit, le chiffre de 6% pour représenter la part du logement dans l'indice des prix à la consommation est incompréhensible, faux selon d'autres chiffres de l'INSEE, et conduit à la quasi-élimination de ce poste pourtant essentiel dans le budget des ménages. Mais si l'objectif consiste à minorer la hausse des prix, il est parfaitement atteint, au prix d'un gros mensonge. L'invention de l'effet qualité. Un autre procédé hautement contestable est utilisé par l'INSEE pour minorer la hausse des prix. Il s'agit de l'effet qualité. Prenons un exemple. Le nouvel iPad d'Apple coûte le même prix que l'ancien, mais, attention, comme il est plus puissant que le modèle précédent, l'INSEE considère que vous en avez plus pour votre argent et inscrit dans sa base un prix en baisse inférieur au prix affiché. De cette façon, les biens technologiques, téléphone, Internet, télévision, etc., tirent vers le bas l'indice des prix. Ainsi, l'indice des prix des micro-ordinateurs a baissé d'environ 15% entre décembre 2002 et décembre 2003. Or, le même calcul sur les prix moyens montre que le prix des micro-ordinateurs suivis dans l'échantillon ne baisse sur la même période que de 7,6% 23. Et même cette baisse réelle de 7,6% est, selon nous, sujette à caution. Il doit s'agir de promotion, on voit rarement des marques reconnues baisser leurs prix. Mais ceci dit, c'est déjà une multiplication par 2 de la baisse des prix. Et l'effet qualité ne se limite pas aux biens technologiques. Les statisticiens le débusquent partout, dans l'automobile, les services, les vêtements, l'alimentation, etc. Tous les ans, quasiment la moitié des produits de l'indice sont remplacés. 46% en 1997, 24%. Il faut donc voir, pour chacun d'entre eux, s'il existe ou non un effet qualité. Pour l'INSEE, le problème est de séparer dans l'évolution du prix ce qui ressort d'une variation de prix pure, celle qui intéresse les constructeurs d'indices, de ce qui est lié à une évolution de la qualité du produit. Il faut donc corriger le rapport de prix entre l'ancien et le nouveau produit de l'éventuelle variation de qualité 25. Et sur cette moitié de produits remplacés, 40% d'entre eux sont considérés comme une vraie hausse des prix et 60% 26 bénéficient, si l'on peut dire, d'un effet qualité total ou partiel. Cela signifie qu'au final, environ un quart des produits de l'indice sont concernés par l'effet qualité tous les ans, c'est-à-dire qu'ils voient leur prix baisser dans la base de l'INSEE. Leur hausse est minorée ou amoindrie si le prix sur l'étiquette augmente, ou il diminue s'il reste stable, comme dans l'exemple de l'iPad. Il y a même de l'effet qualité dans le logement 27, ce qui contribue encore à amoindrir la hausse de son coût. Dans le cas du remplacement d'un produit par un autre, plus cher, si l'augmentation du prix est entièrement assimilable à la progression de la qualité 28, la hausse du prix sera totalement gommée. Et voici comment une partie de l'inflation disparaît. Si votre jus de fruits préféré augmente, mais qu'il s'adjoint quelques vitamines au passage, pour l'INSEE, il n'y a pas de hausse de son prix. Idem dans le cas de l'automobile. Si des options deviennent obligatoires, une partie seulement du coût est prise en compte, considérant que vous bénéficiez d'un surcroît de qualité 29. Autre exemple cité par l'INSEE, dans un hypermarché, la bière Mutzig en pack de 6 bouteilles de 33 centilitres titrant 5 grammes est remplacée par de la bière Kronenbourg, également en pack de 6 bouteilles de 33 centilitres titrant 4,5 grammes. Les caractéristiques techniques variant très peu, les produits sont considérés comme équivalents 30.
Mais nous ne sommes pas d'accord. Quand on est habitué à une marque, spécialement dans le domaine de l'alimentation, si son prix augmente ou qu'elle est déréférencée et qu'on doit l'acheter ailleurs plus cher ou au minimum en perdant du temps, on ne se satisfait pas d'un produit équivalent, on déplore une hausse de prix, point. L'impact de l'effet qualité, selon l'INSEE, sur l'année 2003, s'est monté à 0,3% pour une inflation de 2,2% 31. Les prix auraient augmenté de 2,5% sans la prise en compte de cet effet. Ce chiffre de 0,3% serait sous-estimé selon le rapport « Mesurer le pouvoir d'achat » du Conseil d'analyse économique 32, mais prenons-le comme tel. C'est surtout sur la durée que l'effet qualité produit des résultats aberrants, car à force d'accumuler les baisses de prix, ceux-ci finissent par littéralement s'effondrer. Dans le rapport 33, sur 5 ans, entre 2001 et 2006, le prix des micro-ordinateurs aurait baissé de 59%, le matériel vidéo de 55%, les téléviseurs de 43%, les lave-vaisselle de 20%. Il est vrai qu'il faut bien ça pour compenser la hausse du fioul domestique, plus 66%, du tabac, plus 56%, du gazole, plus 36%, du dépannage automobile, plus 34%, ou des auto-écoles, plus 25%, sur la même période. Il est bien utile cet effet qualité qui concerne, on le rappelle, un quart des produits de l'indice. Voyons un autre exemple encore plus criant. Dans un article du 14 février 2834, les décodeurs du Monde ne voient pas ce qu'ils ont pourtant sous les yeux. L'évolution des prix couvre ici une période de 20 ans, de 1996 à 2017, et ils sont indiqués en base 100. Tous les produits valent 100 en 1996, ce qui permet de comparer leur évolution. Le tabac vaut 296 en 2017, c'est-à-dire un triplement du prix en 20 ans. Viennent ensuite l'assurance habitation, 175, les journaux, 175, l'essence, 158. Chacun peut valider la réalité de ces augmentations. Mais parmi les baisses, la plus importante concerne l'ordinateur personnel, qui se retrouve à 5, 4,76 exactement, soit une division par 20. Autrement dit, un ordinateur qui valait environ 6 500 francs, 1 000 € pour simplifier, en 1996, ne vaudrait plus aujourd'hui que 50 €. On remercie l'INSEE de nous communiquer l'adresse des magasins qui proposent des PC neufs à ce prix. Ça va intéresser beaucoup de monde. Le fait que l'effet qualité donne des résultats aberrants sur le long terme devrait suffire à le disqualifier, mais ce n'est manifestement pas le cas. Mais au-delà des chiffres aberrants qu'il produit sur le long terme, il faut s'interroger sur la légitimité même de l'effet qualité. Reprenons notre exemple du jus de fruits dont le prix augmente et qui rajoute dans le même temps quelques vitamines, ce qui amène l'INSEE à considérer qu'il n'y a pas d'augmentation réelle de prix. Mais si ces nouvelles vitamines procurent effectivement un bien-être supplémentaire, son adepte n'aura plus besoin d'en consommer autant qu'auparavant. Pour avoir son effet de boost le matin avant d'aller travailler, un demi-verre suffira. Il en consommera donc moins, sa dépense sur ce poste diminuera, ce qui lui procurera une somme d'argent excédentaire, c'est-à-dire un pouvoir d'achat supplémentaire, qui sera mesuré par l'organisme statistique. L'INSEE n'a pas à présumer un hypothétique effet qualité, mesuré on ne sait comment. Il doit attendre de le constater, ou pas. Autre exemple, la généralisation de l'ordinateur, et surtout d'Internet, permet au consommateur de mieux comparer les prix et les produits, ce qui lui permet concrètement de grappiller du pouvoir d'achat. L'INSEE doit se borner à le mesurer du mieux possible, plutôt que de présumer un gain sur le prix dudit ordinateur. Les effets qualité sont bien sûr évidents sur un grand nombre de produits, mais s'ils sont bien réels, ils se traduiront concrètement dans les décisions des consommateurs et globalement par des économies sur les dépenses, par des gains de pouvoir d'achat. C'est le consommateur qui doit juger de l'effet qualité, pas le statisticien. L'effet qualité n'a tout simplement rien à faire dans l'indice des prix à la consommation. Un autre argument qui milite en faveur de l'abandon de l'effet qualité est l'arbitraire de son mode de calcul, et l'INSEE lui-même le reconnaît. Entre la France et l'Italie, dont les méthodologies statistiques sont pourtant harmonisées sous l'égide d'Eurostat, les appareils ménagers augmentent de 0,4% en Italie, en moyenne annuelle,
entre 2000 et 2015 quand il baisse de 1,8% en France, alors qu'il s'agit de produits majoritairement échangés à l'échelle internationale et dont l'évolution des prix devrait être relativement proche puisque exprimée dans la même monnaie 35. 2,2% d'écart par an en moyenne pendant 15 ans sur les mêmes produits. Ce seul chiffre montre le côté arbitraire de l'effet qualité et le disqualifie. Des hausses de prix masquées. Par surcroît, les difficultés à évaluer cet effet qualité sont redoublées par la volonté des fabricants de brouiller les pistes. Les marques sont passées maîtres dans l'art de masquer les hausses de prix. Par exemple, changer de produit, même à la marge, permet de changer le code-barre et donc de s'abstraire des comparateurs de prix. Voici quelques autres techniques que rapporte le mensuel Capital de mars 2018. L'innovation bidon, la nouvelle bolognaise Barilla, plus riche en viande, n'en gagne en fait que 2%, de 8 à 10% du total, quand son prix grimpe de 26%. La recette dégradée, la vanille passe de 65 € à plus de 200 € le kilo en 3 ans. Du coup, la glace carte d'or à la vanille de Madagascar, qui contenait en 2014 des extraits de vanille, utilise surtout désormais de l'arôme de vanille 4 fois moins cher. Ce qui n'empêche pas le prix d'augmenter de 10% en 3 ans. Le changement de taille, afin de gommer la taxe soda de juillet 2018, Coca-Cola abandonne les formats 1,5 et 2 litres pour passer aux bouteilles de 1,25 et 1,75 litres. Mais le prix au litre augmente de 28%. Selon un distributeur, la hausse du prix au litre des boissons sucrées augmente de 15 à 25%, alors que l'incidence de la taxe n'est que de 8,36%. Les producteurs et les distributeurs profitent également des nouveaux produits et de notre absence d'historique de comparaison pour forcer la note. Cette progression des prix tient pour beaucoup à notre nouvelle appétence pour les produits sains, sans sel, sans gluten, sans nitrite, et bio. Car, sur ces articles, hyper et industriels s'en donnent à cœur joie. En 2017, les produits premium des marques de distributeurs ont vu leur prix déraper de 4,3%, 16,7% pour les références Bio 37. Résultat de ces manœuvres, 45% des Français regardent le prix au kilo, contre à peine 10% il y a 5 ans. Comment croire que les statisticiens de l'INSEE parviennent à démêler tous ces artifices afin d'isoler un hypothétique effet qualité? Non. Décidément, le travail de l'INSEE est critiqué, également par les associations de consommateurs comme l'UFC, à travers cet éditorial de 2006. À en croire l'indice des prix à la consommation établi par l'INSEE, l'inflation a progressé de 1,7% en 12 mois, avril 2005, avril 2006, l'une de ses plus faibles hausses depuis 35 ans. Sans vouloir relancer la polémique avec les statistiques nationales, les consommateurs ont du mal à admettre que l'indice officiel, celui qui sert de base aux revalorisations des salaires et des retraites, reflète véritablement l'évolution des prix 38. Et l'éditorialiste de citer les 5,8% d'augmentation de la facture GDF au 1er mai, soit une progression de près de 30% en 18 mois, le super samplon 95 qui n'a jamais coûté aussi cher et flirte avec les 1,40 € le litre, les tarifs bancaires, les assurances complémentaires santé, les factures d'eau et d'électricité, etc. De la CGT au BIP, les essais d'alternatives. Dans les années 1970, des syndicats accusent l'INSEE de masquer l'inflation, et par là de faire le jeu des gouvernements et du patronat. Ils mettent en cause, CGT en tête, l'indépendance de l'organisme statistique et, selon l'universitaire Béatrice Touchelet, ils contestent également sa rigueur technique et sa capacité à représenter les dépenses réelles des catégories dont il est censé mesurer le pouvoir d'achat. Les difficultés de la prise en compte des nouveaux produits et des changements d'habitude de consommation, et surtout le recours aux comptes nationaux pour actualiser l'indice renforcent les critiques. Ce recours conduit en effet à ne pas prendre en compte les impôts, les assurances, les coûts liés à l'achat du logement ou de ceux qui proviennent des services domestiques, alors que ces postes pèsent lourdement sur le budget des ménages 39. Logement, impôts,
Voici des critiques que nous venons de voir. La CGT ira jusqu'à faire ses propres relevés pour établir un indice spécifique. L'indice CGT, base 100 en 1972, retient les familles de 4 personnes de 2 enfants de 10 et 15 ans, dont le chef est ouvrier qualifié habitant la région parisienne. Il est présenté dans l'année sociale 1972, publiée en 1907-440, et il est systématiquement supérieur à celui de l'INSEE. Cependant, comme l'explique Béatrice Touchelet, la question perd de sa centralité politique au moment où, au début des années 1980, le chômage devient le problème prioritaire. La bataille de l'indice s'achève au moment de la désindexation des salaires sur les prix et du tournant de la rigueur de 1983. L'indice n'est plus l'indicateur conjoncturel le plus exposé, il est devancé par l'évaluation du chômage 41. En 1998, la CGT cesse de publier son indice des prix. La polémique rebondit en 2004 lorsque le cabinet d'études économiques BIP, mandaté par le groupe Leclerc, publie son propre indice des prix. L'effet qualité est clairement dénoncé par le BIP, concernant les ordinateurs, mais aussi pour un rasoir passant de 3 à 4 lames, un lait auquel on ajoute des vitamines ou un lave-vaisselle plus silencieux 42. Nous ne pouvons qu'approuver. Le BIP publie un pouvoir d'achat effectif du consommateur en calculant un revenu libéré des dépenses incompressibles, loyer, assurance, transport en commun, etc., permettant de calculer ce qui reste pour faire ses courses. Il intègre les remboursements de crédit, qui absorbent 11,5% du revenu des ménages, 43, non pris en compte par l'INSEE. Pour les ménages endettés, cela fait évidemment une grosse différence. Ces dépenses contraintes subissent une inflation élevée, 6,9% en 2006, après 7,5% en 2005. Pas étonnant que les ménages voient leur budget se dégrader, 44. En outre, le BIP prend en compte le nombre de unités de consommation et non de ménages, ce qui veut dire qu'il intègre dans son calcul le nombre d'enfants et d'adultes qui se partagent un même revenu, ce qui, de fait, réduit le pouvoir d'achat moyen. Mais le BIP ne réalise pas ses propres relevés de prix. Il se base sur des données macroéconomiques provenant de l'INSEE. Au final, l'augmentation de pouvoir d'achat est inférieure d'environ 1 point tous les ans à celle de l'organisme statistique national. Malheureusement, cet indice BIP Leclerc finira par être abandonné en 2012. Le danger d'une inflation sous-évaluée. C'est une question à 1000 milliards de dollars. Pour Claudio Borio, le chef du département monétaire et économique de la Banque des règlements internationaux, BRI, la banque centrale des banques centrales. Pourquoi l'inflation reste-t-elle faible 45? Dans les pays industrialisés, malgré la reprise économique, les taux de chômage faibles ou en baisse, malgré ces nouvelles encourageantes, les hausses de prix ne suivent pas et demeurent en dessous de l'objectif de 2% sur un an souhaité par la plupart des banques centrales. Justement, on y est sans doute déjà, au-dessus des 2%, mais à force de minorer la hausse des prix, les organismes statistiques des différents pays ont trop bien réussi. Dans la documentation de l'INSEE, on n'a quasiment aucune information sur l'effet qualité. Dans le document le plus complet, pour comprendre les indices des prix 1998 sur 200 pages, seules quelques-unes lui sont dévolues, sans rien de méthodologique ni d'historique. Quand est-il rentré dans l'indice? Pour le logement, on ne trouve aucune justification au chiffre aberrant de son poids ramené à 6% comme on l'a dit. L'effet qualité a dû rentrer dans l'indice, ainsi que la minoration du logement dans les années 1970-1980, quand il fallait lutter contre l'inflation. Il figure désormais, gravé dans le marbre, dans les indices des pays européens, en vertu de l'harmonisation des statistiques 46. Mais voilà, désormais, la réussite outrepasse les espérances. Minorer l'inflation rend aveugle à une partie de la réalité économique. Si les indices des prix n'étaient dits pas autant manipulés, ils auraient permis de détecter la bulle immobilière qui est apparue à partir de 2001 aux États-Unis et dans plusieurs pays européens, Espagne,
Portugal, Irlande, etc. L'inflation aurait alors dépassé les 5%. Le seuil d'alerte, les autorités économiques, les banques, la population se serait inquiétée, la surchauffe dans le secteur immobilier serait apparue et on aurait peut-être évité la crise des subprimes. Une inflation sous-évaluée est plus grave que l'inverse. Dans ce dernier cas, un voyant rouge s'allume. Peut-être à tort, mais au moins les autorités monétaires, les gouvernements, les banquiers, les entreprises, les consommateurs se posent des questions. Mais dans le premier cas, personne ne s'inquiète alors que le feu couve. Chapitre numéro 2. Notre mesure de l'inflation et du pouvoir d'achat de 1965 à 2015. La désillusion. La critique est aisée mais l'art est difficile. Chacun connaît la formule. C'est pourquoi nous proposons dans les pages qui suivent notre propre analyse de l'évolution des prix sur les dernières décennies. Comment construire une autre mesure des prix et du pouvoir d'achat? Nous ne devons pas nous limiter à critiquer l'indice des prix à la consommation. Il faut proposer d'autres séries de prix afin de comprendre notre histoire économique récente. Mais comment mesurer à nouveau l'inflation et le pouvoir d'achat sur les décennies passées de façon à apporter une alternative et, disons-le, à contredire l'INSEE? C'est l'ampleur de la tâche et le fait de ne pas savoir par où commencer qui m'a longtemps empêché d'avancer sur ce sujet. Puis j'ai eu l'idée, en juin 2017, des catalogues de vente par correspondance. Voici des listes de prix historiques, des tarifs garantis d'époque qui ne sont pas passés à la moulinette de l'INSEE. Ils permettraient de récupérer des produits domestiques et pour le reste, logement, alimentation, voiture, on verrait par la suite. Mon choix s'est vite porté sur la Redoute parce que c'est la maison de vente qui, la première, a étendu son offre au-delà du textile. J'ai pris contact avec eux et ils ont bien voulu m'accueillir au siège, à Roubaix, pendant 2 jours, pour consulter leur collection de catalogues, et je les en remercie. Cela dit, je me suis rendu compte plus tard qu'ils se trouvaient aussi à la Bibliothèque nationale de France. L'entreprise La Redoute naît en 1837, comme filature de laine. Elle se lance dans la vente à distance en 1928, mais c'est en 1965 qu'elle commence à vendre de l'électroménager. Elle publiera son dernier catalogue général en 2015, le site Internet étant devenu le principal canal de vente. Cependant, dans ce domaine, il n'y a pas d'archives. L'historique consultable des prix s'arrête donc cette année-là. Mais soit, cela fait 50 ans, ce sera la période du livre. Ces 50 ans offrent une intéressante rétrospective. Ils couvrent la fin des 30 glorieuses, les chocs pétroliers et l'inflation des années 1970, la désinflation des années 1980, la mondialisation qui commence dans les années 1990, après la chute du mur de Berlin en 1989, le krach Internet de l'an 2000, la crise des subprimes de 2008. Tout un pan d'histoire pendant lequel l'économie a été profondément bouleversée. Ensuite, comment interpréter ces prix? La machine à laver la moins chère du catalogue, la Redoute de 1965, coûte 735 francs, et alors? D'autant que nous refusons, bien sûr, d'utiliser les taux d'inflation de l'INSEE depuis 1965 afin d'évaluer sa valeur en euros d'aujourd'hui, précisément parce que nous ne croyons pas à ces indices, nous venons de l'expliquer. Nous n'allons pas non plus reconstruire un panier de la ménagère dont nous avons également dénoncé les biais. Et si on divisait ce prix par le salaire minimal de l'époque? En 1965, le SMIG, ancêtre du SMIC, net mensuel, est de 318,15 francs. Il faut donc plus de 2 mois de travail à un salarié payé au salaire minimum pour se payer une machine à laver, 2,3 mois exactement, 735 divisé par 318,15. Et puis, on regarde ce ratio en 1966, 1967, etc., jusqu'en 2015 pour voir comment il évolue. Ce que l'on fait ici consiste à supprimer la monnaie pour en revenir à des équivalences réelles. Combien faut-il de temps de travail pour acquérir tel ou tel produit? Précisons bien qu'il ne s'agit pas ici d'évaluer le pouvoir d'achat du smicard, mais de considérer le salaire minimal comme l'unité de mesure permettant d'obtenir le prix réel des biens valables pour tous les consommateurs. C'est l'étalon de valeur en quelque sorte. Cette façon de faire, nous pourrions la nommer
la méthode des équivalents réels, qui se caractérise par la mise en rapport d'éléments concrets et le refus d'utiliser des indices composites, la volonté de comprendre la réalité d'une époque avec des faits et des chiffres qui en proviennent plutôt que de porter un regard rétrospectif avec un taux d'inflation ou d'actualisation construit sur des hypothèses d'aujourd'hui. À l'appui de ce point de vue, ajoutons que le salaire, non pas moyen, tiré par le haut par les gros revenus, mais médian, 50% gagnent plus, 50% gagnent moins, se monte en France à 1 692 € net mensuels en 2152 contre un SMIC à 1 835 €, ce qui ne change pas grand-chose fondamentalement car les comportements de consommation diffèrent assez peu. Une remarque, nous aurions pu aussi utiliser ce qui constitue depuis toujours une monnaie dont la valeur est universellement reconnue, l'or. Cela aurait pu avoir un sens lorsque l'or constituait une référence reconnue durant les 30 Glorieuses justement avec les accords de Bretton Woods, et c'est ainsi que Fernand Braudel estimait le prix du blé sur plusieurs siècles. Mais la fin de sa convertibilité avec le dollar, annoncée par le président Richard Nixon le 15 août 1971, lui a fait perdre ce statut. Il a connu ensuite des variations très importantes, nous aurons l'occasion de le voir, qui l'empêchent de servir de référence. Ce sera donc le SMIC, et ce qui n'était au départ qu'une intuition a été confirmée par l'économiste qui a fait rentrer dans le langage courant l'expression « 30 glorieuses ». Il s'agit de Jean Fourastier. Jean Fourastier, 40 ans après. Pour ce livre, j'avais décidé de relire les 30 glorieuses de Jean Fourastier, 1907-1990, sorti en 1979, qui m'a finalement apporté assez peu d'informations. Mais dans la liste des autres ouvrages de l'auteur, je suis tombé sur Pouvoir d'achat, prix et salaire, paru juste avant, en 1977. Exactement le sujet, me dis-je. Il n'a jamais été réédité, mais il existe encore quelques exemplaires sur Internet, j'ai ainsi pu le récupérer. Pour la petite histoire, je suis tombé sur l'exemplaire de presse que l'auteur a envoyé à Michel Rocard, à l'époque en compétition avec François Mitterrand pour l'élection présidentielle de 1981. Dans sa dédicace, il parle de « ce résultat de 40 années de recherche concrète » et effectivement, cet ouvrage s'avère bien plus intéressant que les 30 glorieuses. Jean Fourastier avait en effet créé un groupe de recherche sur les prix historiques sur une période plus grande encore que celle que nous voulons couvrir. Depuis une trentaine d'années, le livre paraît en 1977, le groupe de recherche sur l'évolution des prix de l'École pratique des hautes études, puis le laboratoire d'économétrie du Conservatoire national des arts et métiers, ont entrepris, sous notre direction, des recherches sur les prix. Le but premier a été de connaître le plus grand nombre de prix, et ceci sur une période aussi longue que possible. Depuis quelques années, des recherches particulières ont été entreprises pour suivre des articles représentatifs d'une consommation courante. Les 213 articles choisis par l'INSEE pour son indice base 1949 ont été retenus. Les prix de ces 213 articles ont été recherchés au plus loin possible dans le temps, pour la plupart jusqu'en 1910, mais pour un certain nombre bien antérieurement, et prolongés autant que possible jusqu'en 1963. Et il compare ces prix dans le temps en les ramenant au salaire minimum. Nous avons décidé d'adopter la référence au travail non qualifié des manœuvres comme la plus susceptible d'engendrer des analogies valables à travers le temps et l'espace. En rapportant tous les prix courants aux salaires horaires de cette série solide, on obtiendra un système de prix réel cohérent, permettant une comparaison sérieuse des valeurs et des pouvoirs d'achat à travers le temps 4. Fourastier récuse l'utilisation du salaire moyen, une donnée plus abstraite, qui nécessite de connaître l'ensemble des revenus des salariés, complexe à obtenir, et plus volatile parce que tirée par les hauts revenus 5. Cette méthode d'analyse est pour lui fondamentale. Elle s'apparente à une démarche scientifique. Il ne s'agit pas de raisonner sur des idées, mais sur des faits. En l'occurrence, les faits sont des prix observés, enregistrés par des statisticiens ou relevés sur des catalogues ou des documents comptables présentant un caractère objectif. L'étude des prix constitue la base de la science économique. Au-delà du pouvoir d'achat,
Les prix permettent de comprendre en profondeur comment fonctionne l'économie. La confrontation des prix du travail et des prix des objets et services produits par le travail est nécessaire à l'esprit humain pour saisir les lois générales de la formation des prix, pour découvrir et décrire leur évolution, pour rendre intelligible leur structure. Quelles sont les raisons pour lesquelles 1 kilo de viande vaut 10 fois plus qu'1 kilo de pain? Et 1 kilo de pain 10 fois plus cher qu'une communication téléphonique intra-urbaine? Pourquoi ces rapports de prix varient-ils dans le temps et l'espace 7? Il cite un exemple. De 1925 à 1974, le salaire d'un manœuvre par rapport au Napoléon, la pièce en or la plus commune en France, a peu progressé, de 1 à 1,26, mais pour un poste de radio sur la même période, le pouvoir d'achat est passé de 1 à 23,2. Il est clair que la découverte de telles disparités et de leurs causes ne peut laisser indifférent aucun de nos contemporains. Ce sont là des éléments majeurs de la science économique et, malheureusement, ce groupe de recherche n'existe plus. Il n'a pas survécu au départ à la retraite de Jean Fourastier du Conservatoire national des arts et métiers en 1978. Aucune structure en France n'a continué ce travail de recherche des prix sur la longue période. À l'exception d'une personne, dans le domaine du logement, nous aurons l'occasion d'en parler. C'est tout un pan de l'analyse économique qui a sombré. Il offrait pourtant un point de vue original, et il avait l'avantage d'être bâti sur de vrais prix constatés, ce qui offrait une dimension objective incontestable. C'est finalement assez rare en économie, où l'essentiel des analyses repose sur des indices forgés par les organismes statistiques. Voici ce que nous allons tenter de refaire dans les pages qui suivent. Fourastier arrête son analyse en 1976, puisque son livre paraît en 1977. Nous sommes encore dans la tendance des 30 glorieuses, même si le premier choc pétrolier est survenu 3 ans auparavant, mais il n'en note pas d'effet. Nous commençons en 1965 pour voir d'où nous venons, mais c'est surtout la période 1975-2015 qui nous intéressera, pour étudier comment l'économie française a réagi aux crises et à la mondialisation, et pour prolonger le travail de Jean Fourastier. Quelques remarques sur le SMIC. En économie, cependant, il n'existe pas de valeur parfaitement neutre, même pas l'or. Il faut donc s'intéresser à l'histoire du salaire minimal. À certaines périodes, le SMIC a augmenté plus rapidement que le reste des salaires, à d'autres moins. Il faut le savoir, même si, en définitive, cela aura peu d'influence sur le pouvoir d'achat, nous aurons l'occasion de le voir. À partir de 1968, et pour quelques années, il augmente fortement puis, dans une moindre mesure, autour de l'an 2000, lors du passage aux 35 heures, le salaire minimum a été instauré en France en 1950 par la création du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Depuis cette date, il est possible de distinguer 4 phases distinctes dans l'évolution du salaire minimum. 1. La phase du SMIG de 1950 à 1967, au cours de laquelle le SMIG, minimum social dû à tout salarié qui apporte son travail à une entreprise, progresse lentement, plus lentement que le salaire médian. 2. La phase de progression la plus spectaculaire du salaire minimum, qui commence avec la forte hausse de 1968, puis voit la naissance du SMIC, salaire minimum de croissance, et qui s'achève en 1983. Au cours de cette période, le SMIC croît plus rapidement que le salaire médian. La proportion de salariés au SMIC s'accroît, et le coût du SMIC pour l'employeur croît également fortement. 3. Une phase de ralentissement prononcé du SMIC, liée à une politique de désinflation compétitive et de volonté de maîtrise des coûts salariaux, de 1983 à 1994. Durant cette période, le SMIC croît moins rapidement que le salaire médian. 4. Enfin, de 1994 à nos jours, 2004, une période de hausse un peu plus prononcée du SMIC, rendue possible par la mise en place progressive des allègements de cotisations sur les bas salaires. Durant cette période, la part de salariés au SMIC s'accroît, mais le coût réel de l'emploi au niveau du SMIC recule. La mise en place des allègements
dont la vocation première était de diminuer le coût du travail au niveau du SMIC, semble en effet avoir permis une progression plus rapide du SMIC neuf. Il ne faut cependant pas mettre la nette amélioration du pouvoir d'achat du SMIC sur les quelques années qui suivent 1968 au seul crédit de son augmentation accélérée, d'ailleurs en partie grignotée par l'inflation qui décolle alors. Non, l'économie française continue de se transformer à grande vitesse, comme l'explique Jean Fourastier. Les variations enregistrées de 1968 à 1975 sont en effet à peine croyables. Sans revenir sur l'agriculture, qui tombe de 3 millions d'agriculteurs à 2 millions en 7 ans, après être tombé déjà de 7 millions d'agriculteurs à 3 millions en 22 ans, on voit les mines de charbon, qui avaient groupé en France pendant un demi-siècle 500 000 mineurs, tombés à 86 500 en 1975, après 156 000 en 1968. Imagine-t-on que le secteur services, en 1968 inférieur de 20% à l'agriculture en effectif, ait pu devenir en 1975 de 50% supérieur. Les chiffres des effectifs salariés marquent donc de puissants et exceptionnels mouvements au cours de la période 1946-1975, avec un démarrage relativement lent de 1946 à 1954 et un paroxysme de 1968 à 1970. Pour retrouver le SMIC net mensuel de 1965 à 2015, je me suis bien sûr adressé à l'INSEE. Donc, reprécisons-le bien, le SMIC net mensuel en francs, puis en euros de l'époque, pas des valeurs reconstituées à partir de l'inflation, non, ce qu'il y avait décrit sur la feuille de paye année par année. Le service documentation de l'INSEE m'a prestement répondu, et avec précision, mais il faut noter que la plupart des années provenaient de documents anciens scannés 11, ce qui veut dire que l'INSEE ne travaille pas sur ces séries. Sinon, il m'aurait envoyé un fichier Excel. Que l'Institut se limite donc à ses propres séries retravaillées, et sur une durée plus courte. Cette négligence des données historiques réelles est plutôt inquiétante. Entre 1998 et 2005, plusieurs SMIC coexisteront du fait du passage aux 35 heures. Le SMIC étant un salaire horaire, il fallait éviter une baisse du salaire mensuel, d'où la nécessité de plusieurs ajustements. Pour prendre en compte l'effet du passage aux 35 heures payées 39, il aurait fallu augmenter le SMIC horaire de 11%, ce qui était impossible en une fois. Cette augmentation s'est réalisée en 5 fois entre 1998 et 2002, créant 5 SMIC différents. Les années 2002-2005 verront la convergence des différents SMIC pour revenir à une seule référence à 8,03 € de l'heure au 1er juillet 2005. Nous avons, autant que faire se peut, pris la valeur moyenne.